On est passé de 80% à 5% de ventes en physique. On me dit souvent, ok, bon, t'as l'air convaincu, vas-y, teste et dis-nous si ça marche. Moi, je suis persuadée qu'une équipe qui comprend les enjeux transverses de la boîte, les challenges sur le long terme, parce qu'on prend le temps de leur partager ce niveau d'information, accepte beaucoup mieux les décisions, travaille de manière plus intelligente et plus facile à manager. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julia Vergniaud, VP Sales en charge du secteur de la santé chez Brigad. Brigad, c'est une start-up née en 2016 avec l'ambition de révolutionner le marché du travail dans les secteurs en forte tension comme la restauration et la santé, tout en permettant aux professionnels de travailler à leur compte. Brigad fait partie des rares entreprises qui ont levé des fonds en 2023 avec une série B de 33 millions d'euros pour continuer de bousculer les secteurs en manque de main-d'œuvre et rapprocher les passionnés de leur vocation professionnelle. Alors pour nous partager les coulisses d'une entreprise qui sait gérer l'hypercroissance et nous dire entre autres comment est-ce que l'on identifie et conquiert un marché pour multiplier par 2 ses résultats en un an, j'ai le plaisir de recevoir Julia Vergniaud. Comment ça va Julia ? Ça va, merci Julien, je suis contente d'être avec toi ce matin. Eh bien écoute, on est ravis de te recevoir dans Vive la Vente. Alors dans cet épisode, on va parler de comment faire grandir une force de vente agile qui sait inspirer par l'exemple tout en continuant de grandir et de faire du chiffre parce que ça reste le nerf de la guerre. Alors au programme de l'épisode, comment manager et organiser une équipe de vente qui est très diverse, quel changement de méthode et de stratégie commerciale adopter pour continuer de grandir, et enfin, comment identifier les bons leviers de motivation pour convaincre les grands comptes. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, Julia, 2 mots sur ton track record et comment est-ce que tu es tombée dans la vente ? Ouais, bien sûr. Je travaille chez Brigad depuis un petit peu plus de 6 ans maintenant et je suis effectivement VP Sales sur notre verticale santé. Donc je manage les équipes commerciales qui travaillent sur cette verticale. Okay. Verticale que j'ai lancée il y a 3 ans. Et avant ça, je m'occupais des équipes sales qui travaillaient côté restauration. D'accord. Comment je suis tombée dans la vente ? Écoute, assez jeune. Mes parents sont commerçants, ils sont restaurateurs. Okay. Donc voilà, j'ai eu l'habitude, ça m'a beaucoup parlé. J'ai eu l'habitude d'être au contact client. J'ai par ailleurs été vendeuse retail pendant mes études. Okay. Et donc tout ça m'a vraiment donné le goût du commerce. Et quand j'ai terminé mes études, je cherchais à rejoindre une start-up parce que je voulais être dans une entreprise dans laquelle j'allais avoir un fort impact. Et Brigad me parlait bien, puisque à l'époque, on s'était lancé dans le secteur de la restauration. Et donc, je savais qu'il y avait des besoins énormes sur ce secteur-là. Et c'était une cible que je connaissais très bien. Okay. Et le rôle de business developer répondait parfaitement à mes critères de « j'ai besoin de parler à des gens, d'être stimulé, d'avoir des objectifs et d'être dans le commerce ». Et donc, je suis arrivée chez Brigad il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Ok, top. Est-ce que tu pourrais nous dire justement quelle a été ta plus belle vente de ces quelques années en tant que manager commercial, mais autant aussi que vendeuse, ou une qui te reste plus particulièrement en tête, peut-être celle dont tu aurais le plus appris ? Ouais, carrément. Alors, il y en a eu pas mal en 7 ans. Autant en tant que quand j'étais sales que quand j'étais manager, mais je vais te parler d'une de mes ventes quand j'étais sales pour jouer le jeu à fond. Et donc, à l'époque, j'étais chez Brigad et on était pas mal encouragés à aller ouvrir et tester en tout cas des nouveaux segments de marché, tant que ça touchait à la restauration. Okay. Et donc, moi, j'ai voulu tester de m'attaquer aux entreprises qui gèrent la restauration dans les lieux d'exposition et de salon. Okay. Porte de Versailles, le Bourget, tout ça. C'est gros marché qu'on attaquait pas du tout à l'époque puisqu'on travaillait uniquement avec les restaurateurs indépendants. Ouais. Okay.
Et il y avait une boîte qui m'avait pas mal tapé dans l'œil à l'époque parce qu'elle venait de gagner les appels d'offres des plus gros lieux d'exposition que sont Villepinte et Le Bourget à Paris. Ok. Et donc, je me suis dit, je vais aller la chercher, cette boîte. Et donc, pendant des semaines, j'ai fait pas mal de mailing, de calling, auxquels j'avais ou aucune réponse, ou on me raccrochait très vite au nez, du style non, non, merci, on se débrouille très bien tout seul. On vous rappellera. On vous rappellera, voilà. Mais j'étais tellement persuadée, en fait, de la pertinence de notre service pour eux que j'ai fini par envoyer un énième mail à la directrice de la restauration depuis mon adresse perso. Ok. Donc un mail pas brandé brigade du tout pour passer incognito. Je pense qu'elle avait assez vu notre logo passer. Et dans le mail, j'avais simplement écrit « Bonjour Madame X, je serai bien à notre rendez-vous demain à 14h au parc des expositions. » Mail auquel elle m'a répondu hyper rapidement « Ok, à demain ». En pensant a priori que j'étais un fournisseur alimentaire, voilà. Et donc là, je prends le pari de me pointer à Villepinte, quand même 1h30 de trajet, voilà, en me disant on va voir ce qui se passe. Et donc je suis accueillie par la directrice de la restauration qui comprend à ce moment-là que je représente Brigade. Donc elle avait vaguement en tête ce qu'on faisait puisqu'elle m'avait eu quelques fois au téléphone. Mais j'étais là avec un grand sourire, voilà, toute ma bonne humeur et elle a été assez sympa en fait. Elle m'a fait visiter les lieux, elle m'a montré les différents lieux de la restauration et je réalise le potentiel énorme de ce prospect. Et ça s'est super bien passé. On a créé ensemble en fait ses accès sur la plateforme pendant le rendez-vous et elle a posté ses premières missions pendant le rendez-vous. Pour le lendemain, elle avait un énorme événement et en fait, elle avait des besoins énormes. Et cet utilisateur est devenu un de nos plus gros utilisateurs très rapidement chez Brigade. Donc, je trouvais l'histoire assez cool. Et je trouve que quand on a une intuition comme ça, il faut la suivre jusqu'au bout. Et être audacieux et assertif dans sa vente paye. Ok, et bah écoute, super anecdote. Alors sache juste que cette anecdote-là, elle me fait penser à un autre point qui est demain, tu as un sujet avec un client où tu n'arrives pas à te faire régler, où il y a un problème. Tu fais un mail au DG ou à ton interlocuteur et tu lui dis bonjour un tel, pour information, je serai demain dans tes locaux à 17 ou 18 heures. Tu peux être sûr qu'il te répondent. Oui, tout à fait. Ça marche super bien. Ça marche super bien aussi cette technique-là. Okay. Je veux bien le croire. Donc à l'origine, votre cœur de métier, on l'a dit, c'est d'aider les entreprises de la restauration à trouver du personnel ponctuellement, de répondre aux problèmes de staffing récurrents. Est-ce que tu peux résumer pour nos auditeurs la proposition de valeur aujourd'hui chez Brigade ? Oui, bien sûr. Brigade, c'est une plateforme de mise en relation entre des professionnels qui travaillent à leur compte et des entreprises qui ont des besoins de renfort dans les secteurs de la restauration et de la santé. Okay. Et donc concrètement, on aide l'offre et la demande à se rencontrer sur le marché du travail, sur des secteurs en forte tension. Ok, top. Et alors quels sont vos enjeux des prochains mois ? Ouais, alors on en a pas mal. Je vais t'en citer 4 sur mon périmètre, donc sur la santé. Un, on va aller closer des nouveaux types d'établissements. Okay. Il y a un nombre d'établissements en santé en France assez énorme avec chacun sa spécificité. Et donc on s'attaque à eux petit à petit. On veut aller ouvrir des nouvelles villes aussi puisqu'on n'est pas encore présent dans toute la France. Okay. On veut évidemment améliorer notre performance commerciale et ça c'est un sujet sur lequel on travaille en continu avec nos équipes Sales Ops, Sales Enablement et avec les Sales Managers évidemment. Okay. Et on veut surtout améliorer notre performance commerciale sur la partie acquisition. Ok. Et enfin, on veut s'assurer que les équipes, les managers soient toujours au même niveau d'énergie et d'engagement qu'aujourd'hui, puisqu'on a des gros challenges à relever et donc forcément leur énergie va être clé dans notre réussite. Bon, alors justement, je vais rebondir là-dessus. Comment tu fais pour stimuler tes managers, tes équipes au quotidien et justement les aider et les accompagner à donner le meilleur d'eux-mêmes comme si c'était le premier jour de brigade, quoi. Ce qui est, on le sait, hein, plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué, plus on grandit aussi, plus finalement on perd un peu l'ADN du départ. Ouais, carrément. Alors,
Bon, deux choses. On dynamise vachement les journées au bureau avec pas mal de challenges pour les équipes et challenges auxquels les managers aiment participer aussi. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Ok. Et plus globalement, je trouve ça assez positif de partager clairement les ambitions, les enjeux, d'être très transparent sur ce qu'on veut réaliser et comment, avec les managers et avec les équipes pour qu'ils se sentent vraiment partie pris de notre ambition et du projet Brigade. Et c'est assez stimulant intellectuellement pour tout le monde en fait. Et donc les inclure dans ces réflexions, pour moi ça va être clé. Ok, top. C'est quoi votre concurrence, ou c'est plutôt qui, du moins votre concurrence aujourd'hui, et c'est quoi vos avantages concurrentiels en fait? Qu'est-ce que vous continuez de faire mieux que les autres? Ouais, en fait on a assez peu de concurrents directs, donc des entreprises qui ont le même modèle de plateforme que nous. Ok. En revanche, on vient compléter des solutions historiques qu'utilisent les établissements pour répondre à leurs besoins de personnel, comme leur réseau d'extra ou leur réseau de vacataires dans la santé, et le recours aux agences d'intérim. Donc nous, on se différencie assez facilement en fait, de ces deux options, du fait de notre modèle de plateforme, puisque on apporte des choses différentes aux professionnels et aux entreprises. Et je te donne deux exemples. Parmi les soignants qui travaillent via Brigade, 70% d'entre eux nous disent qu'ils auraient changé de métier s'ils n'avaient pas eu l'opportunité de travailler à leur compte. Et donc nous, on leur donne cette opportunité-là en leur donnant accès à des dizaines, centaines de propositions de missions par jour. Et je te donne un deuxième exemple. Les établissements qui postent leurs missions sur Brigade nous disent très souvent « Je vois la différence entre un talent », donc c'est comme ça qu'on appelle les professionnels qui travaillent à leur compte via Brigade, et quelqu'un d'autre qui vient travailler dans mon établissement. Je sens qu'il est engagé, fiable, du fait qu'il travaille à son compte, et donc je sens qu'il est responsable de son entreprise, de sa propre image, et c'est très appréciable au travail. Ok, donc c'est tout ce sens aussi qui motive, stimule l'équipe sales au quotidien. Toi, tu as construit quasiment l'intégralité de ta carrière chez Brigade, en grimpant les échelons de BizDev jusqu'à VP Sales depuis ton arrivée en 2017. Qu'est-ce qui a changé dans vos méthodes de vente ? Ouais, alors depuis 2017, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc je vais te citer quelques exemples qui sont assez marquants. On est passé de 80% à 5% de ventes en physique. Donc maintenant, on fait des ventes physiques essentiellement sur nos gros comptes, en fait, mais on ne le fait plus sur toute la partie business indépendant. Alors que moi, quand je suis arrivée chez Brigade, on passait déjà beaucoup d'appels, on prenait tous nos rendez-vous par téléphone. En revanche, on allait systématiquement faire nos rendez-vous qu'on appelle démos, donc quand on allait montrer à quoi ressemblait la plateforme. On allait forcément faire ces rendez-vous-là en physique, et donc on débarquait avec notre petit sac à dos chez les restaurateurs. Et moi, je faisais aussi pas mal de ventes en porte-à-porte, chose qu'on fait plus du tout aujourd'hui. Le playbook de vente, il se fait par téléphone, en fait, que ce soit le call calling, la démo, le closing, les relances. Donc ça, c'est un changement majeur. On a évidemment segmenté le métier de sales, puisqu'avant, quand on était business developer, on faisait beaucoup de choses. Ça, vous étiez full stack, c'est ça ? Ouais. On s'occupait de tout le cycle de vente, on faisait presque compte manager après aussi. Et donc on a segmenté tout ça avec une équipe de SDR, des équipes de business développeurs, des AE, des AM, enfin organisation assez classique, mais c'est bien mieux comme ça. Et ensuite, je dirais qu'on passe beaucoup plus de temps maintenant à expliquer notre modèle de plateforme qui est assez disruptif. Et donc, on s'adresse à des établissements ou des groupes qui sont assez familiers avec le modèle d'intérim, mais beaucoup moins avec le modèle de plateforme de mise en relation, beaucoup moins avec la notion de professionnel à leur compte. Et on s'est rendu compte que c'était important de passer du temps à expliquer ce modèle, les avantages et les cercles vertueux côté professionnel et côté établissement de ce modèle. Et donc on le fait beaucoup plus et ça a un impact assez fort sur la vente. Je reviens un petit peu en arrière, mais tu disais, on est passé de 80 rendez-vous en physique à 5%. Est-ce que tu as constaté peut-être des évolutions aussi en termes de taux de closing ? Ça a changé des choses ou pas dans les ratios ?
Étonnamment, non. Enfin, on a évidemment amélioré notre taux de closing en 7 ans puisqu'on a amélioré le playbook. Ouais. Mais En gros, depuis 3 ans et l'épisode Covid, il n'y a pas eu d'évolution majeure de non. taux de closing, des ratios. Non, et on a commencé à faire tout par téléphone avant le Covid, en fait. D'accord, ouais. Ok. Si on rentre maintenant un peu dans le vif du sujet, dans le cœur de ta machine de vente, comment vous êtes organisé commercialement parlant ? Vous avez combien de collaborateurs au commerce ? Ouais, alors, chez Brigade, on a une 60aine de sales. Ok. Au sein de la verticale santé dont je m'occupe, il y a 25 sales à peu près, dont 4 managers. Ok. Et donc on est organisé en 4 équipes, avec une équipe de SDR qui a pour objectif de prendre des rendez-vous qualifiés avec les établissements de santé. Ok. Une équipe de business développeurs qui travaille en aval des SDR et qui fait ces rendez-vous de démo. Ok. Et qui a pour objectif de closer les établissements de santé. Très bien. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils postent une première mission sur Brigade. Ensuite, on a une équipe de compte exécutive et de key account exécutive selon leur niveau de seniorité qui chassent au niveau des sièges des groupes et donc qui ont pour objectif de closer des sièges. Ok. Donc je te précise là. Vente un peu plus complexe, certainement, un cycle de vente plus long. Ouais, exactement. Et donc, pour te donner un petit peu plus de détails, en fait, on chasse à 2 niveaux chez Brigade, puisque quand on s'attaque à un groupe de santé ou de restauration, c'est systématiquement un groupe qui a des dizaines ou des centaines d'établissements qu'il faut aussi qu'on close. Okay. Et donc, on a simultanément un playbook de chasse top-down, donc on chasse le siège, et qui va ensuite nous aider à déployer sur les sites, et on a en même temps un playbook de vente bottom-up, donc on chasse les établissements, on les close, ce qui nous aide à les closer le siège derrière en leur disant, voilà, il y a des dizaines d'établissements qui utilisent déjà Brigade, ça se passe super bien, allons plus loin ensemble. Ok. Et enfin, j'ai une équipe de compte manager ou de key account manager qui a pour objectif de développer et de retenir le portefeuille d'utilisateurs existants, un rôle assez classique. Ok, top. Aujourd'hui, tu saurais définir ce qui fait l'identité de votre culture sales, votre ADN ? Ouais, bien sûr. Écoute, on nous dit souvent qu'on a mis le curseur au bon endroit entre bon niveau de challenge et bienveillance au sein des équipes sales. Ok. On nous dit souvent qu'il y a une compétition saine entre les sales. Et je trouve ça assez cool. Et c'est vrai qu'on a essayé de gamifier au maximum leur journée en organisant beaucoup de challenges et en développant l'esprit d'équipe, ce qui manque parfois, je trouve, au sein des équipes sales qui travaillent en silo sur leur portefeuille. Et on entend parfois des histoires de « on m'a piqué des leads », etc. Donc voilà, on essaye vraiment de ne pas avoir ce genre de pratique chez Brigade. Ok. Et voilà, on adore lancer des challenges en équipe, on mixe différentes équipes sales en lançant par exemple un challenge de prise de rendez-vous et on va mixer des business développeurs qui travaillent côté restauration, des business développeurs qui travaillent côté santé, donc qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, de bosser ensemble, avec un objectif commun et c'est assez sympa. Ok, top. Et justement, si on parle d'animation commerciale, est-ce que tu as des recommandations de challenge à donner à ces commerciaux pour les stimuler dans leur prospection ou d'autres idées de challenge que vous auriez pu mettre en place sur les 12 derniers mois chez Brigade et qui ont bien marché ? Ouais, effectivement, on est très challenge et donc on a des challenges à différents niveaux, des challenges très courts sur 1 heure, sur une journée, des challenges sur 1 semaine. Okay. On a un challenge là carrément sur le quarter qui roule et donc avec des gains, des lots différents forcément. Et moi j'ai une préférence pour les challenges très courts de 1 heure, 2 heures. Parce que je trouve qu'ils sont très faciles à animer, ça met beaucoup d'énergie dans l'open space. Les managers peuvent participer au challenge. Et j'aime bien qu'il y ait des KPI très simples, prise de rendez-vous, taux de connexion, transformation. Ce qu'on appelle une transformation chez Brigade, c'est un closing que tu fais directement par téléphone.
Donc voilà, des KPI assez simples, mais des challenges qui sont très bien animés. Je trouve que c'est ça qui est la clé d'un bon challenge. Ok. Si on revient sur vos cycles de vente, c'est quoi les différentes étapes et la durée en moyenne? On a bien compris qu'il y a quand tu signes les sièges et quand tu signes peut-être les établissements secondaires, mais sur ces deux cibles-là, grosso modo, le temps moyen et les différentes étapes, ça ressemble à quoi? Ouais, alors sur la chasse des établissements, c'est un cycle de vente assez rapide. Ok. Tu vois, entre 10 jours et un mois à partir du moment où tu as passé ton premier call et le closing. Ok. Donc c'est assez dynamique, c'est cool. Et alors que sur la chasse de siège, forcément, c'est beaucoup plus long. On est entre 3 et 8 mois selon la taille du groupe, selon le contexte. Ok. Et donc les étapes de vente sont différentes aussi selon le playbook. Donc si j'ai bien compris, dans tes équipes, tu as des profils à la fois jeunes diplômés, mais aussi des seniors. Comment tu adaptes justement ton management en fonction des différents profils? Ouais. Alors, c'est pas moi qui manage en direct, bien sûr. Ouais. Mais... T'as 4 managers, c'est ça? Ouais. J'ai 4 managers, mais je parle beaucoup à mes équipes, évidemment. Et donc, c'est vrai que je prends plus le temps quand je parle avec des profils plus juniors. Voilà, j'essaie d'être plus pédagogue, de prendre le temps d'expliquer, de mettre les formes, alors que je vais être beaucoup plus expéditive, parfois avec des profils plus seniors. Mais de manière générale, forcément, plus un sales est junior et plus les KPI qui permettent d'évaluer sa perf se regardent sur des échelles de temps de plus courte durée, et donc on les manage de manière un petit peu plus micro, entre guillemets. Là où sur des profils plus seniors, on va pas forcément avoir besoin de se voir toutes les semaines. On peut se faire des revues de pipe, c'est eux qui vont animer les points, beaucoup plus qu'un échange en one-one avec un sales plus junior. En revanche, moi je trouve ça assez important de pas communiquer sur des décisions stratégiques différemment selon le niveau de seniorité des sales. Et je pars du principe que tous les sales, les key account exécutifs qui ont 20 ans d'expérience, comme les SDR qui sortent d'école, ont la maturité nécessaire pour comprendre les décisions de boîte quand elles sont bien expliquées. Donc je te donne quelques exemples de décisions auxquelles je pense, mais un changement dans les structures de bonus, une augmentation dans nos tarifs que les sales doivent pitcher, un changement de process dans notre playbook de vente qui demande peut-être un petit peu plus d'action manuelle. Donc à chaque fois, tu vois, c'est des décisions qui impactent fortement les équipes sales. Et c'est pas parce que t'es SDR et que tu viens peut-être d'arriver que tu dois pas, toi en tant que manager ou VP, prendre le temps d'expliquer à cette personne-là les fondements de notre décision. Et moi, je trouve ça hyper important de donner beaucoup de contexte aux équipes à chaque fois qu'on impulse un changement, pour qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on a pris telle ou telle décision. Je sais qu'il y a plusieurs écoles là-dessus, certains qui préfèrent donner les guidelines hyper rapidement, sans trop d'expliquer le pourquoi du comment, le why, parce que ça va plus vite ou parce que tu as peur parfois de créer un petit peu une culture de la contestation. Ah, mais pourquoi, machin, tu donnes plus d'informations et donc tu as plus de questions. Et donc tu ouvres un peu la porte au feedback. Mais moi, je pense qu'en réalité, on fait l'inverse. On crée des équipes hyper intelligentes à leur expliquer quel est le cheminement de notre décision. Et à la fin, tu te retrouves avec des équipes qui sont plus faciles à gérer, qui te feront le bon niveau de feedback aussi. Engagés, parce qu'ils comprennent quels sont nos enjeux, comment est-ce qu'on prend des décisions, etc. Et donc, moi, je sais que je passe beaucoup de temps avec les équipes, qu'elles soient juniors ou seniors, à expliquer sur quoi on bosse en fait en parallèle et pourquoi on avance sur tel sujet et comment. Ok, très clair. Comment est-ce que tu trouves les bons leviers de motivation en fonction des collaborateurs alors? Ouais, je trouve que les leviers de motivation en fait diffèrent assez peu selon le niveau de seniorité. Là aussi, je sais qu'il y a plusieurs écoles, mais moi, ma perception, c'est que tu sois sales, junior ou senior, en fait, il y a toujours deux grands leviers. C'est un, voir ses performances se refléter dans son bonus. Donc ça veut dire avoir des objectifs adaptés, donc challengeants mais atteignables, et une structure de bonus qui a du sens, avec souvent une structure d'over-performance intelligente. Et le deuxième levier que je remarque, c'est avoir la reconnaissance de
ton manager, de ton head of, de ton VP, voire du cofondateur de la boîte. Et ça passe par des petits messages oraux ou écrits. Et nous, je sais que chez Brigade, on aime bien se tenir au courant des succès au sein des équipes. Et ça peut arriver que tu aies un SDR ou un business developer qui reçoit un message de moi ou même de Florent, cofondateur de Brigade, qui lui dit bravo pour ce closing. Continue quoi, c'est top. Ok, top. Tu as innové pas mal dans ton organisation puisque tes équipes chez Brigade, elles sont organisées à la fois de manière transverse, c'est-à-dire que tu mêles SDR, BizDev, account exec et derrière une équipe d'AM. Concrètement, au sein d'une même squad, comment l'idée t'est venue de mettre ensemble SDR, BizDev et account exécutive ? Ouais, bonne question. Et c'est quoi les avantages d'ailleurs au quotidien ? Ouais, carrément. Effectivement, côté santé, chaque équipe est en charge d'une partie du cycle de vente et non pas d'un marché. Et donc, les sales doivent travailler ensemble et en même temps sur un même compte avec un SDR qui prend des rendez-vous avec les directions d'établissement, un business developer qui va closer les établissements et un account exécutif ou un key account exécutif qui va aller closer un siège. Ok. Et donc, comment j'ai eu cette idée Écoute, j'ai vu que ça avait été théorisé depuis, mais je l'ai... En fait, je voulais que chaque manager manage un seul métier de sales. Ok. Et donc, des sales qui ont le même niveau de seniorité et qui travaillent sur le même playbook. Donc, en l'occurrence, chez Brigade, est-ce que tu vends un siège ou est-ce que tu vends un établissement ? C'est pas pareil. Et ça m'a paru assez logique d'organiser mes équipes de cette manière-là, du coup. Et rester à tacler le sujet de la coordination. Comment est-ce que tu fais pour que un SDR, un business developer et un account exécutif qui travaillent donc sur un même compte, au même moment, ils ont la même stratégie d'approche et ils mettent un impact très fort dans la prospection. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer ce qu'on appelle des squads, et donc des trinômes de sales avec un SDR, un business developer, un account exécutif qui travaillent ensemble sur un portefeuille de comptes. Et tu me demandais aussi quels avantages je voyais à ça. En fait, c'est une organisation qui est assez classique, mais ce que je vois souvent dans d'autres boîtes, c'est des SDR qui travaillent pour tous les business développeurs, qui eux-mêmes travaillent pour tous les key account exécutifs et qui travaillent de manière un petit peu aléatoire sur certains comptes. Ouais. Donc chacun sait ce qu'il a à faire, mais il ne fait pas partie d'une squad ou d'un trinôme. Très vrai. Et donc moi, j'ai pris le parti pris de créer des trinômes. Donc on sait au début de chaque quarter qui travaille avec qui. Et en fait, je vois pas mal d'impacts positifs sur le business et sur l'ambiance d'équipe. Ça permet, je trouve, une passation très fluide d'informations entre chaque maillon de la chaîne. Ok. Donc les sales qui font partie d'une même squad sont assis à côté au bureau. Donc ils se parlent spontanément. Ils ont des meetings en fait, de cadrage hebdomadaires qui sont leadés par le sales le plus senior. Et l'objectif de ce meeting, c'est de remonter ce qui fonctionne bien pour chasser tel groupe, quels sont les points bloquants, s'aligner aussi bien sûr sur les priorités de la semaine pour mettre un gros niveau d'intensité sur les comptes prioritaires. Je remarque aussi que le fait qu'ils sachent en fait sur quel compte ils travaillent et avec quel autre sales, ça renforce leur ownership. En fait, ils se sont tous responsables des résultats de leur squad. Et donc, c'est assez propice aux bons résultats. Okay. Et d'ailleurs, chaque squad a envie d'être la meilleure du quarter. Donc, ça crée une ambiance de compétition assez sympa qui bénéficie à l'ensemble de la verticale. Ok. Et par ailleurs, savoir qui travaille sur quel compte, ça permet aussi, pour moi et pour les managers, de savoir qui aller voir si ça avance pas assez vite sur un compte ou alors si ça fonctionne très bien. Comment est-ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut mieux faire, etc. Et donc en termes de suivi, je trouve que c'est top. Ok. Voilà, il y a d'autres avantages. Le fait que
comme au sein de chaque squad, tu as un sales assez senior, donc un compte exécutif ou un key compte exécutif. Je trouve que ça tire vraiment vers le haut les sales les plus juniors, donc les SDR et les business developers. Ouais, il y a un partage de compétences. Ouais, carrément, tu as un partage de connaissances. Ouais. Et comme ils sont contraints, entre guillemets, à travailler ensemble au moins pour 3 mois, je trouve que ça pousse vraiment à partager ces bonnes pratiques aux autres. Et donc, ça aide beaucoup sur la montée en compétences des nouveaux sales, en fait. Ok. Tu vois. Et voilà, ils se connaissent tous hyper bien puisqu'ils travaillent tous, ensemble et on change régulièrement les squads. Et donc, même pour moi, en tant que VP de cette verticale, c'est assez sympa parce que j'ai l'impression d'avoir une seule et grande équipe sales. Et donc, en termes d'animation d'équipe, c'est assez cool. Ok, bah je vois ça. Et pourquoi tu changes tous les trimestres alors ? Alors, en fait, t'as des squads qui changent pas forcément tous les trimestres. Une squad qui marche très bien. Généralement, on la bouge pas. Et ensuite, on change. Ça peut nous arriver de changer parce que il faut qu'on gonfle les squads côté gros compte parce qu'on a fait un closing de gros compte et donc il y a un gros déploiement à faire. Et dans ce cas, on va gonfler les squads sur la partie grand compte. Ça peut nous arriver de switcher aussi selon les demandes des sales, tu vois. Des sales qui ont envie de passer sur ce qu'on appelle l'expansion chez Brigade et donc l'ouverture des nouvelles villes. Donc on a des squads d'expansion, pareil, on peut faire des mouvements. Donc l'orga, elle est hyper flexible en fait, tu vois. Donc on a le luxe de pouvoir se dire au début de chaque quarter quelle intensité on veut mettre sur quel segment et quel marché. Ok, et bah top. On voit bien les avantages que ça a pour Brigade en termes à la fois d'animation d'équipe, de formation, de pilotage, de motivation. Maintenant, côté client, c'est quoi les avantages pour un client d'avoir une squad en face de lui ? Les avantages, c'est que tu as une communication extrêmement fluide entre les sales qui travaillent au sein d'un même groupe. Et donc, chacun est au courant de ce qui se passe avec le siège, des remontées des établissements. Et donc, tu as assez peu de perte d'informations, en fait. Tu vois, tu n'as pas trop le cas de « Ah, mais vous m'appelez, mais vous êtes au courant qu'on a eu ordre de notre directeur de secteur que... en fait, il faut qu'on attende 2 semaines avant de se parler pour X raisons, voilà. » Et donc, t'as pas trop, en fait, ces cas de figure-là. Et donc, la vente est assez fluide. En tant que manager, tu dois parfois aussi convaincre tes collaborateurs, parfois aussi convaincre ton propre management. Lequel est le plus difficile chez Brigade aujourd'hui ? Écoute, je dirais que c'est convaincre mes collaborateurs. Et Ah bon ? Ouais, tu t'attendais pas à cette réponse. Non, en fait, j'ai la chance d'évoluer dans une entreprise où on me fait énormément confiance. J'ai rarement eu à lutter avec le top management pour faire passer des décisions. Et quand les résultats sont bons et la croissance est là, on te fait confiance et t'es moins challengé aussi par le haut, quoi. Ouais, et même quand on est moins bon, ce qui compte, c'est que j'arrive avec des idées. Et si eux sont pas 100% convaincus et que ce que je propose est pas complètement débile ou désaligné avec notre vision et notre mission, on me dit souvent ok, bon, t'as l'air convaincu, vas-y, teste et dis-nous si ça marche, ce que je trouve assez agréable et ça permet par ailleurs d'avancer très vite sur mes sujets et donc où ça marche et c'est cool et où ça marche pas, et là il faut moi que j'ai la maturité aussi et la prise de recul nécessaire pour me dire ok, on s'est foiré là-dessus, on arrête maintenant et on va tester autre chose. Et alors que embarquer des équipes, tu vois, sur un changement d'organisation, des nouvelles pratiques, je trouve que c'est plus dur. Et en fait, c'est normal parce que quand on transmet une décision aux équipes, cette décision, elle est déjà prise. Et donc, eux, ils n'ont pas eu tout le cheminement de qu'est-ce qui nous a emmenés vers cette décision. Et souvent, tu vois, c'est un truc qui tombe un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et, on connaît ça bien. Voilà, et donc c'est la révolution, pourquoi on fait ça, on se retrouve pas, etc. Et donc, d'où l'importance, je trouve, de
toujours contextualiser une décision en leur partageant le pourquoi du comment. Et donc, si tu les as préparés en amont à, voilà, on est en train de bosser sur tel sujet parce que c'est important qu'on fasse mieux là-dessus, je vous partagerai les décisions prises, le cheminement de notre réflexion. Ça aide. Et moi, je suis persuadée qu'une équipe qui comprend les enjeux transverses de la boîte, les challenges sur le long terme, parce qu'on prend le temps de leur partager ce niveau d'information, accepte beaucoup mieux les décisions, travaille de manière plus intelligente et plus facile à manager, d'autant qu'une équipe qui comprend tous ces mécanismes et décisions aura souvent le bon niveau d'insight et de feedback en fait, sur tes décisions. Et je trouve que c'est aussi essentiel à l'amélioration des pratiques et des process. Donc voilà, moi je suis pour prendre davantage le temps avec les équipes pour leur partager ce sur quoi on bosse et comment. Et je suis contre écarter des explications et des discussions, même avec les profils les plus juniors, sous prétexte que ça me fait perdre du temps. En fait, je perds pas du tout du temps à faire ça, quoi. C'est l'inverse. Ok. Si on revient un peu à la vente pure et dure, tu as parlé tout à l'heure des démos. Est-ce que tu as des tips justement pour faire une bonne démo ? Ouais, je peux t'en partager deux. La première, c'est pas faire de démo à 360 du produit parce que souvent au stade de démo, tu as 2-3 features en fait, qui intéressent ton prospect. Donc à toi de bien faire ta phase de découverte et de savoir ce qui va faire mouche et ce qui va avoir un impact sur ton closing. Donner envie, mettre l'eau à la bouche, quoi, en fait. Ouais, exactement. Et le deuxième tips, c'est laisser la main à ton prospect pendant la démo sur l'outil. Et je trouve que les sales ont souvent le réflexe, tu vois, de prendre la main, de montrer, voilà, tel onglet, vous retrouvez tel document ici, etc. Et donc, derrière, tu as un prospect qui est assez passif et qui regarde comment ça se passe. Et moi, j'aime bien, voilà, dire, bah, tenez, naviguez sur l'outil, et je vais vous guider. Et donc là, tu as quelqu'un qui t'écoute, forcément, puisque c'est lui qui fait les actions. Et qui commence à se familiariser réellement avec l'outil. Ah oui, c'est pas bête. Donc tu laisses la prise en main et tu lui fais des commentaires et tu lui expliques, ok. Ah, c'est smart ça, mais ça veut dire que tu dois partager tes codes en amont pour que ce soit lui qui se connecte et qui fasse la démo en quelque sorte. Ouais, en fait, ils créent leurs accès assez rapidement sur Brigade et ensuite ils ont accès à la plateforme en fait. Donc ça se fait très bien en visio. Ok, c'est super smart ça. Ok. Tu me disais en préparation du podcast que tu participes encore au rendez-vous grand compte. C'est quoi tes tips justement pour closer un grand compte ? Alors, je vais t'en donner quelques-uns. C'est hyper important de s'entourer et de s'ouvrir un maximum de portes au sein d'un grand compte. Et donc pour ça, on chasse évidemment, mais on demande aussi beaucoup d'introduction dans notre réseau. Donc ça peut être nos utilisateurs internes, ça peut être nos investisseurs, ça peut être aussi nos salariés. Et d'ailleurs, on a lancé il y a quelques mois un programme de lead generation en interne, si je puis dire. On a partagé à l'ensemble des salariés Brigade une liste de grands comptes qu'on voulait aller closer sur les 6 prochains mois. Et on leur a dit, si vous connaissez quelqu'un au sein de ces groupes, vous nous partagez le contact ou vous nous faites une intro. Et si nous, les sales, on arrive à prendre rendez-vous avec cette personne-là, donc à le rencontrer, eh ben, on vous rémunère de X euros. Il y a une rétribution. Top. Il y a une rétribution. Alors, bien sûr, ça ne marche pas si le groupe est dans ton portefeuille. Mais en fait, l'idée, c'était surtout de stimuler les équipes qui ne sont pas sales et qui n'ont pas forcément le réflexe de chercher dans leur réseau, etc. Et on a des super résultats parce qu'en moins de 3 mois, il y a 5 bons rendez-vous qui ont été pris. 5 bons rendez-vous chez des gros comptes, c'est pas rien. Et on a closé un gros compte. Tu vois, super. Comme ça. Donc assez cool. Et voilà, après, moi, je trouve ça assez impactant aussi de solliciter notre C-level sur les gros rendez-vous. Quand il y a un DG en face, j'aime bien proposer à Florent, notre cofondateur, de venir. Et il est toujours hyper partant. Donc
Donc c'est cool, et par ailleurs c'est très inspirant pour nous de le voir en rendez-vous, et les sales aussi viennent à ce rendez-vous et participent à ce rendez-vous évidemment. Donc voilà, et puis bien sûr classique, mais c'est important de faire des déjeuners et de parler avec tous ces interlocuteurs qui vont pas forcément être des décisionnaires, mais qui vont être sponsors en fait dans la décision, tu vois. Ouais. Ok. Si on parle un peu recrutement maintenant, pour créer une équipe performante qui est alignée aussi sur vos objectifs et vos valeurs, c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement ? Yes, alors une des étapes dans le process de recrutement qui est propre à Brigade, c'est un entretien qu'on appelle le culture fit. Donc c'est différent du team fit qu'on fait aussi et que tu retrouves dans pas mal de boîtes. Pendant le culture fit, en fait, on s'assure que le candidat il ait bien compris notre mission, nos valeurs, il sache les exprimer dans ses propres mots et qu'il se reconnaisse dedans aussi. Et ça permet deux choses. Ça permet, de montrer au candidat le niveau d'importance qu'on accorde en fait à notre mission et de valoriser le travail et de le rendre accessible à tous et à nos valeurs. Et donc, ça nous permet, tu vois, de motiver et d'attirer des gens qui s'y retrouvent. Et deux, ça nous permet, nous, évidemment, de nous assurer que le candidat les incarne bien. Donc, c'est assez essentiel. Qui le lead, justement, cet entretien de culture fit ? Alors, c'est 2 salariés de chez Brigade qui sont forcément là depuis plus de 3 ans. Et qui se sont portés volontaires pour faire cet entretien. Donc, il n'y en a pas que 2, bien sûr. C'est juste lors de l'entretien, tu rencontres 2 salariés de chez Brigade. Mais il y a des dizaines de personnes chez Brigade qui sont aptes et volontaires à faire ce culture fit. Ça, c'est le premier entretien ? Non, ça fait partie d'un des derniers entretiens. Mais qui est assez clé, en fait. C'est pas du 100%. Quand tu arrives au team fit, c'est pas, ça veut pas dire que c'est gagné. T'as d'autres tips en recrutement ? Tu me demandais comment je fais pour recruter des sales impactants. Alors, ça dépend du niveau de seniorité du sales que tu recrutes. On va regarder différentes choses, mais globalement, la première impression, elle est hyper importante. Est-ce que la personne, elle est souriante ? Est-ce qu'elle est à l'aise ? Est-ce qu'elle te met à l'aise ? Est-ce qu'elle est spontanée ? Et tout ça, c'est des choses qu'on capte quand même assez vite pendant le premier entretien. La première impression est toujours la bonne. Surtout quand elle est mauvaise. Ouais, c'est assez bien dit. Et ensuite, selon le niveau de seniorité, si tu as forcément un sales beaucoup plus senior, pendant le cas pratique, on va attendre que tu nous démontres une expertise très forte, des idées. On veut voir que tu vas être capable de leader ton cycle de vente et de nous apporter en fait des améliorations dans notre playbook. Et sur les rôles plus juniors, en fait, c'est là que c'est presque le plus dur parce que t'as pas de track record quand tu recrutes un SDR ou quand tu recrutes un business developer. Et donc, ce qu'on mesure pendant le cas pratique, en fait, c'est le potentiel de cette personne-là. Et donc, c'est sa spontanéité, son énergie, la pertinence de ses questions. Tu mesures aussi la rapidité à laquelle cette personne intègre les informations sur notre modèle, sur nos valeurs, sur notre produit, qu'elle est censée préparer en amont du cas pratique, évidemment, sa manière de s'exprimer, faut être concis. Donc, c'est des choses qui sont un petit peu moins palpables, entre guillemets, mais qu'on mesure franchement hyper bien. C'est tout l'intérêt en fait des mises en situation, c'est d'essayer de rendre tangible, factuel tous les sujets de tempérament, mais aussi de compétences vente, de capacité à se remettre en question lorsque c'est compliqué, de faire face à l'adversité en fait, et aussi de sécuriser son recrutement, quoi. Exactement. La première chose à faire quand on veut pérenniser sa force de vente, pour toi, c'est quoi ? Alors, j'en parlais tout à l'heure, mais pour moi, c'est embarquer tes équipes dans un projet global, dans le projet d'entreprise, et non pas les cantonner, entre guillemets, à leur périmètre de sales. Et donc, je m'efforce à faire en sorte que les sales chez Brigade se sentent avant tout salariés de Brigade et adhèrent à notre mission, et non pas simplement sales, en fait, chez Brigade. Et je pense que
quand je connais bien les ambitions et les enjeux de la boîte dans laquelle je travaille, je comprends mieux les décisions, j'adhère mieux, je vends mieux, je développe un sentiment d'appartenance plus fort à la boîte aussi. Ok. Et voilà, je trouve qu'on parle trop souvent aux sales uniquement de chiffres et d'objectifs, mais je pense que tout ça a du sens si tu les englobes dans le contexte global de la boîte et que tu veux vraiment embarquer tes équipes dans l'ambition. Ok. Ensuite, tu as forcément le salaire, la partie bonus qui compte beaucoup, donc rémunérer justement les performances, c'est essentiel. Hein, donc ça veut dire mettre des objectifs qui ont du sens, avec une structure de bonus qui est motivante et qui est juste. C'est jamais évident à trouver, hein, les structures de bonus, ça fait toujours débat. Je crois que personne dans le monde de la start-up française n'a trouvé la formule magique. Tu me diras si vous l'avez chez Up2. Mais en tout cas, il faut essayer de se rapprocher au maximum de la structure la plus juste. Et ensuite, je pense qu'avoir des plans de carrière hyper clairs pour les sales, mais pour tout salarié, hein, c'est important aussi dans la rétention que chacun sache quelles sont les cases entre guillemets à cocher pour évoluer et quelles sont mes perspectives. Est-ce que je veux être un sales spécialiste entre guillemets, donc continuer à évoluer sur des rôles de sales et à prospecter des groupes de plus en plus gros? Est-ce que en fait c'est plutôt le management? Pourquoi? Est-ce que en fait c'est plutôt peut-être changer d'équipe, hein. On a des sales qui sont passés du côté de notre équipe expérience utilisateur, de notre équipe support, donc il y a plein de perspectives. Ok. Alors, puisque tu en parles, on va parler argent. On va bientôt sortir notre étude sur les salaires des commerciaux. Et on remarque que globalement, la tendance est quand même à une hausse assez générale ces dernières années. Est-ce que toi, tu as le même ressenti? Et est-ce que surtout le salaire, c'est encore le nerf de la guerre, selon toi, pour garder ces commerciaux? Ouais, je pense que c'est un sujet essentiel, clairement. Et donc, c'est important d'être au marché, donc d'avoir les bons outils et d'en parler autour de soi pour savoir ce qui se fait dans d'autres boîtes. Les candidats le font très bien, donc donc il faut qu'on le fasse nous aussi. Et je trouve que ouais, t'as le fixe, mais t'as la partie variable aussi qui joue beaucoup. Et moi j'ai le sentiment que les candidats posent trop peu de questions en fait sur cette partie pendant l'entretien. C'est quoi le package? C'est quoi le fixe? C'est quoi le variable? Ok, donc ça fait tant au total. Mais en fait la question c'est comment est construit mon variable? À quelle fréquence il est versé, c'est quoi la règle d'overperf, c'est quoi les KPI, est-ce que vous faites évoluer régulièrement les structures de bonus, quel est en moyenne un sales chez Brigade, il atteint combien de pourcents de son bonus. Ok. Et ça c'est des infos qu'on devrait même nous partager de manière proactive en fait aux candidats quand c'est des choses dont on est fier. Ouais, bien sûr. Ok. C'est quoi les chiffres que tu suis, toi, ou les KPI les plus importants qui te font dire que la machine de vente fonctionne bien chez Brigade? Ouais, ça dépend encore une fois de l'équipe que tu regardes, mais sur des équipes de SDR, le nombre de calls passés, donc le volume il est essentiel, le taux de conversion évidemment entre nombre de calls passés et prise de rendez-vous. Sur des équipes un peu plus seniors, le volume d'appels est aussi important. Mais tu vas plutôt regarder le taux de conversion entre le nombre de rendez-vous faits et le nombre d'opportunités qui passent à la prochaine étape et qui va jusqu'au closing. Mais globalement, je trouve que le volume d'appels, en fait, ça reste un KPI clé pour pas mal de sales. Et j'entends souvent des sales ou des managers dire ouais, mais le volume d'appels, ça fait pas tout. On peut passer 2 fois moins d'appels et faire des aussi bons résultats que d'autres. Et en fait, je suis pas hyper alignée avec ça parce que en fait, d'expérience, je vois que mes meilleurs sales étaient toujours parmi ceux qui faisaient le plus de volume d'appels.
Donc je dis pas que ça fait tout, mais c'est une condition pour moi. Ouais, bien sûr. Et deux, en fait, si tu me dis ça et que tu arrives à faire les mêmes résultats que les autres sales en passant 2 fois moins d'appels, ça veut dire que t'es pas à 100%, ça veut dire que tu pourrais faire 2 fois plus qu'aujourd'hui en passant plus d'appels qu'aujourd'hui, en fait. Donc, go, ayons le bon mindset et donnons le max. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est rare, ça peut exister, mais en tout cas, c'est pas la norme. Voilà. Ouais. Et moi, je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire sur cette nécessité de volume. Et l'entraînement et le geste fait que plus tu vas passer de call, plus tu seras meilleur aussi en face de telle ou telle objection, quoi. Ouais, carrément. Et top. Quelques dernières questions de fin, Julia. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la commerciale que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a à peu près 6-7 ans? Ouais, mais je lui dirais, t'as fait le bon choix. T'as bien fait de suivre ton intuition, qui était à l'époque, je veux rejoindre une petite boîte dans laquelle je vais avoir un vrai impact et je veux m'éclater dans une carrière de sales. Et j'avais eu plusieurs offres à l'époque, et notamment pour rejoindre une boîte du 440. Donc tu vois, on n'était pas du tout sur le même type de boîte. Et c'était pas le même salaire. Enfin, tu vois, c'était des conditions qui étaient plus intéressantes à l'époque. Et en fait, j'ai très bien fait de suivre mon intuition et je continue à m'éclater chez Brigade et dans une carrière de sales. Donc, top. c'est cool. Quel est le meilleur conseil peut-être qu'on t'ait déjà donné? Écoute, je sais qu'on me dit souvent que je suis très intuitive, que j'ai souvent des intuitions fortes et que elles sont souvent bonnes, en tout cas sur le business. Et donc on me dit souvent suis-les, quoi. Continue à les suivre. Donc c'est ce que je fais. Fais-toi confiance. Ouais, exactement. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as 2-3 outils ou des livres à recommander à nos auditeurs qui t'ont inspiré ces derniers mois, dernières années? Ouais, alors sur les outils, je vais pas être très originale. Si on en a un qui est pas mal là, sur la santé, qui nous permet de suivre les changements de direction au sein des établissements de santé. Mais donc, c'est pas un outil qui va intéresser tous nos auditeurs. Ok. Et côté livre, écoute, le top management de Brigade, on a tous lu récemment un livre qui s'appelle Cross the Chasm, qui veut dire franchir le gouffre. Alors c'est pas hyper sexy comme titre, mais c'est un livre de Geoffrey Moore. Et en fait, il explique comment on passe de la phase de ton produit ou ton service a convaincu ce qu'on appelle les early adopters. Ouais. Et donc ceux qui sont faciles à convaincre, en fait, parce qu'ils sont ouverts au changement, qui comprennent très vite ton modèle et l'intérêt qu'il a pour l'écosystème. Et donc comment on passe de cette phase à la phase de ton produit a convaincu 80% de la cible, en fait. Ouais. Et ça demande des ajustements produits, des ajustements de pitch, d'offres, de playbook, parfois de positioning, branding. Et c'est hyper inspirant. Nous, on s'est pas mal retrouvés là-dedans. Et donc c'est un livre qui nous a impacté, ouais. Ok, le passage à l'échelle. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Julia pour ton temps, tes bons conseils, à la fois sur les grands comptes, sur l'organisation avec tes squads. Il y a pas mal de bons inputs pour nos auditeurs justement. Mais super, merci à toi Julien. À bientôt et vive la vente. Salut Julia. Salut Julien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et vive la vente!